Bonsoir à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous dresser un panorama des financements occultes de la Seconde Guerre mondiale, en synthétisant un maximum. Je vous demanderai d'être indulgent avec moi, parce que c'est une tâche compliquée, mais j'essaierai de vous expliquer tout ça au plus clair. Pourquoi parler de ça en 2018 ? Parce que déjà, c'est il n'y a pas si longtemps, la fin de la guerre de 40, il y a des gens encore vivants aujourd'hui qui l'ont connu, et aussi parce que l'histoire officielle triomphe malheureusement toujours. Bien sûr, on a oublié, entre guillemets, de larges portions de l'histoire les plus dérangeantes. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, il y a toujours dans l'inconscient collectif des luttes un petit peu simplistes. Par exemple, il y avait eu un film de Tarantino là sur les chasseurs de nazis, ou d'autres films, ou d'autres supports, peu importe, qui passent systématiquement à côté de l'essentiel quand même. Qui a financé tout ça ? Et pourquoi les chasseurs de nazis, aussi courageux eût été leur travail, il y a notamment le Serge Klarsfeld et d'autres, pourquoi ils n'ont pas pourchassé les banquiers internationaux, les premiers coupables de tout ça ? Parce que c'est tellement facile d'avoir un coupable tout désigné et d'aller déterrer des vieux nazis isolés de 90 ans, alors que la plupart des institutions financières et des entreprises ayant favorisé l'émergence des nazis sont toujours là aujourd'hui et même prospèrent. Enfin, pourquoi ne parle-t-on jamais de ces nazis qui ont émigré en Égypte et dans plusieurs pays musulmans, mais aussi de ces scientifiques nazis exfiltrés aux USA, opération Paperclip, et en URSS ? Nous verrons tout cela. Et également quelques petits détails croustillants qui ont leur intérêt. Selon Valentin Katazonov, qui était consultant des Nations Unies de 91 à 93, membre du Conseil consultatif auprès du président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 93 à 96, chef du département des relations monétaires internationales du ministère des Affaires étrangères de la Russie de 2001 à 2011, selon lui, la guerre n'a pas été déclenchée par un Führer enragé qui se trouvait à diriger l'Allemagne à cette époque. La Seconde Guerre mondiale est l'œuvre d'une oligarchie mondiale. Les travaux d'Anthony Cyril Sutton ont également abouti aux mêmes conclusions. Donc selon Katazonov, Hjalmar Schacht a joué un rôle plus important qu'Hitler. Seulement, il restait dans l'ombre. Citons à ce propos une citation de Bertolt Brecht, qui est citée par Johannes Mario Simmel dans son roman Le Protocole de l'ombre. Les uns sont dans l'ombre, les autres en pleine lumière. On voit ceux qui sont en pleine lumière, mais on ne voit pas ceux qui sont dans l'ombre. En effet, Hjalmar Schacht, financier allemand, président de la Reichsbank de 1924 à 1930 et de 1933 à 1939, ministre de l'économie du Troisième Reich de 1934 à 1937, il était conseiller particulier d'Adolf Hitler depuis son accession au pouvoir et jusqu'en 1943, promoteur de la politique économique mercantiliste de redressement de l'Allemagne à partir de 1933. Il fut inculpé, puis finalement acquitté par le tribunal de Nuremberg après la guerre. Acquitté comme par hasard. Il faut savoir que Hjalmar Horace Greeley Schacht, donc son nom entier, était le fils d'un riche négociant allemand revenu de son émigration aux États-Unis, où celui-ci a passé une partie de son enfance. Intéressant déjà ce lien entre Allemagne et États-Unis. Mentionnons aussi qu'il fut franc-maçon à la loge de Berlin Urania zur Unsterblichkeit et qu'il fut parmi les organisateurs de l'économie de la guerre de 14-18. En tant que ministre, Schacht développe une politique mercantiliste fondée sur de grands travaux, comme la construction d'autoroutes financées par l'État. Il s'agit en fait de la politique lancée par von Schleicher depuis 1932 et qui n'est pas très différente du New Deal de Roosevelt à la même époque. Toujours selon Valentin Katazonov, Hitler est arrivé au pouvoir dans son pays à peu près en même temps que Franklin Roosevelt aux États-Unis. Les banquiers qui ont soutenu Hitler en 1931 sont précisément ceux qui ont soutenu l'élection de Roosevelt. Une fois en poste, le nouveau président ne pouvait pas faire moins qu'accorder de généreux crédits à l'Allemagne. Rien d'étonnant donc à ce qu'il y ait eu de grandes similitudes entre le New Deal de Roosevelt et la politique économique du Troisième Reich. Ce sont en effet les mêmes qui assuraient le sauvetage des deux gouvernements tout en les conseillant. Ils représentaient principalement les milieux financiers US. Hjalmar Schacht a aussi créé les bons MEFO, M-E-F-O, qui donc par le biais d'une société bidon a permis une importante augmentation de la masse monétaire qui va s'accroître de 30% entre février 1933 et février 1937, mais qui n'est pas comptabilisée dans la dette publique. Les bons MEFO étaient surtout utilisés pour payer les industries d'armement. Quelques mois avant l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, il aide le nazi Wilhelm Kepler, entre parenthèses directeur de l'entreprise IG Farben et futur conseiller économique de Hitler,
a tenté de recueillir la signature de 20 industriels et banquiers pour une pétition réclamant au président Paul von Hindenburg la nomination de Hitler comme chancelier. À la mi-novembre 1932, 17 des plus grands banquiers et industriels allemands ont adressé une lettre au président Hindenburg dans laquelle ils exigeaient qu'il nomme Hitler chancelier. La dernière réunion de travail des financiers allemands avant l'élection s'est tenue le 4 janvier 1933 à Cologne, au domicile du banquier Kurt von Schröder. Qui était Kurt von Schröder? Un banquier de Cologne, aristocrate d'origine prussienne, membre du parti nazi à partir de 1933. Il a aussi servi d'intermédiaire pour transférer de l'argent de la société américaine ITT à l'organisation SS de Himmler. Après la guerre, Hjalmar Schacht devient conseiller financier pour des pays en voie de développement comme l'Égypte de Nasser. On verra plus tard les liens entre les ex-nazis et certains pays musulmans. Fait troublant, Hjalmar Schacht était ami de Montagu Colette Norman, 1871-1950, gouverneur de la Banque d'Angleterre, Bank of England, de 1920 à 1944, qui était aussi le parrain de l'un de ses petits-fils. Nous reviendrons plus tard sur ce personnage. Selon le plan Dawes de 1924, la Banque des règlements internationaux, la BRI, a été créée en 1930 pour permettre à l'Allemagne de payer les réparations aux vainqueurs. Les actionnaires sont majoritairement des banques centrales, mais étaient aussi, jusqu'en 2000, des personnes privées. Établie dans le cadre du plan Young, réglant les modalités des réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles, d'où son nom, elle a servi aussi pour distribuer les financements de la reconstruction européenne. Sa fonction initiale étant devenue par la suite obsolète, elle est devenue le lieu de dialogue des grandes banques centrales. On peut se demander effectivement pourquoi elle existe toujours, puisque sa fonction initiale n'a plus lieu d'être. Selon Valentin Katazonov, lors de la conférence de Bretton Woods, qui s'est tenue du 1er au 22 juillet 1944, la BRI se retrouvait soudain sous le feu des projecteurs. On rapportait qu'elle avait collaboré avec l'Allemagne fasciste. Après bien des aléas, certains délégués américains s'étant opposés à la motion, les délégués sont tombés d'accord pour fermer la BRI. Cette décision de la conférence internationale n'a jamais été appliquée. Toutes les informations susceptibles de jeter le discrédit sur les activités de la BRI pendant la guerre ont été classées. Aujourd'hui, ça contribue à falsifier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il est intéressant de noter que, toujours actuellement, la BRI bénéficie en Suisse d'une immunité de juridiction, tandis que ses hauts cadres, ainsi que les représentants des banques centrales, bénéficient d'une forme d'immunité diplomatique. Organe de compensation, la banque coopérait donc pendant la Deuxième Guerre mondiale avec tous les gouvernements intéressés, recevant ainsi d'importantes réserves en devises étrangères et pouvant par conséquent rendre des services considérables à l'Allemagne lorsque les questions de transfert et de change viendront à se poser. Mais qui était Owen D. Young, celui qui a présidé ce comité d'experts, ce plan Young, qui était une seconde renégociation du traité de Versailles? Owen D. Young a été conseiller général de la compagnie General Electric, puis président de la compagnie de 1922 à 1939. À l'époque, il siégeait également au conseil d'administration de la fondation Rockefeller. En juillet 1932, la conférence de Lausanne décide la fin du paiement des réparations, car après le choc de la Grande Dépression, l'Allemagne est dans l'incapacité de payer les 132 milliards de Reichsmark qui sont dus. Mais les conclusions de la conférence ne seront jamais ratifiées, puisque la prise du pouvoir en 1933 par Hitler y met un terme définitif. Les choses sont bien dans le timing. Toujours est-il qu'à la fin de 1932, le règlement des dettes consécutives à la guerre de 1914-1918 semble terminé. À partir de janvier 1933, on ne parle plus des réparations dues au titre de la Première Guerre mondiale. Car selon Valentin Katazonov, en 1933, Hitler a immédiatement annoncé qu'il refusait de payer les réparations de guerre, évidemment. Washington n'a émis aucune objection à l'annonce d'Hitler. En mai 1933, Hjalmar Schacht s'est rendu une nouvelle fois aux États-Unis. Il y a rencontré le président Franklin Roosevelt et les grands banquiers en vue de demander une ligne de crédit de 1 milliard de dollars. En juin de la même année, Hjalmar Schacht s'est rendu à Londres pour s'entretenir avec Montagu Norman, dont on a parlé tout à l'heure. Tout est passé comme une lettre à la poste. Les Britanniques ont consenti un prêt de 2 milliards de dollars. Ils n'ont soulevé aucune objection quant à la décision de l'Allemagne de suspendre le remboursement de sa dette. En 1929, Owen Young se retire en 1939 dans une ferme. Il avait été nommé personnalité de l'année en 1929 par l'hebdomadaire américain Time. Pourquoi se retire-t-il en 1939 dans une ferme? Avait-il quelque chose à se reprocher? Lui a-t-on conseillé de se faire discret avant le début de la Seconde Guerre mondiale?
Aurait-il, en aidant l'Allemagne à régler rapidement sa dette, hâté le réarmement de cette Allemagne et la montée en puissance d'Hitler et de son parti? Pour en terminer avec les suites de la conférence de Lausanne, sachez qu'après-guerre, la conférence internationale de Londres de 1953 établit que l'Allemagne rembourserait cette dette après une éventuelle réunification. Ah, donc c'était pas tout à fait un cadeau, hein. Ils reprennent le truc. Le négociateur pour la partie allemande de cette conférence de Lausanne, c'était Hermann Joseph Habs, futur président de la Deutsche Bank. Les négociations portaient sur des sommes comprenant d'une part un montant de 16 milliards de marks résultant des obligations du traité de Versailles de la Première Guerre mondiale jamais honorées, ainsi que des emprunts souscrits par la République de Weimar et dont le paiement des intérêts a été suspendu par l'Allemagne au début des années 30 donc, et d'autre part 16 autres milliards de marks représentant des emprunts d'après-guerre auprès des Alliés, principalement des États-Unis. L'Allemagne avait décidé de rembourser ses dettes pour, soi-disant, restaurer sa réputation. L'argent était essentiellement dû au gouvernement et à des banques privées aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. À savoir que l'Allemagne de l'Ouest remboursa le principal de la dette en 1980. Et le 3 octobre 2010, le dernier versement de 70 millions d'euros fut effectué. Celui-ci est considéré comme le dernier remboursement de l'Allemagne des dettes connues résultant de 2 guerres mondiales. Se peut-il qu'il y ait eu un tel cynisme des banquiers internationaux pour avoir décidé de suspendre la dette de l'Allemagne, pour accélérer la fabuleuse opportunité d'une seconde guerre mondiale pour eux, et ainsi enfler encore plus la dette qui serait de toute façon remboursée par le peuple, hein, toujours les mêmes, de 1953 jusqu'en 2010, vous imaginez? Mais revenons à la BRI, donc la Banque des Règlements Internationaux. Le premier directeur en fut Pierre Quesnay, qui fut auparavant membre de la Banque de France. Il fit partie du comité spécial d'experts aux côtés de R. Burgess, de W. Stewart et de Shepard Morgan. En 1930, il devint directeur général de cette BRI. Quesnay pensa alors donner à la nouvelle BRI une mission plus large que la simple gestion du problème financier posé des réparations allemandes. Mais Robert Lacour-Gaillet va, par ses avis, entraîner la condamnation de ces projets de coopération monétaire en déclarant « Les solutions préconisées par la BRI encourageraient au contraire au laisser-aller et ne feraient que retarder le règlement final pour le plus grand préjudice du marché débiteurs et du marché financier. » Ainsi, est-ce qu'il gênait parce que son système permettait de retarder les paiements versés aux banques? Parce que, bon, il va mourir, hein, vous allez voir. Ou bien parce que déjà en novembre 1930, les principales banques d'émission avaient jugé qu'il était, je cite, prématuré de discuter la centralisation d'un clearing entre les différentes devises. Bon, c'est des termes un peu compliqués, mais les banquiers internationaux voulaient-ils se réserver plusieurs années de spéculation entre les différentes monnaies, avec des ordres OTC qui sont non régulés, avant de tout centraliser? Parce qu'en fait, un organisme de clearing, ça permet de faire office de contrepartie entre toutes les parties, alors que sinon, l'alternative, c'est de faire des transactions OTC qui sont non régulées. Hein. Mais, ou aussi parce qu'ils dérangeaient, parce qu'ils savaient des choses compromettantes sur la participation de la BRI à l'effort de guerre nazi. Toujours est-il qu'il se noie accidentellement en 1937 dans un étang de chez qui? De la propriété d'Émile Moreau, auprès duquel il était venu demander conseil. Pour vous situer qui était ce Émile Moreau, c'est un haut fonctionnaire et banquier français qui en 1936 était opposé au Front Populaire, parce que celui-ci avait décidé la nationalisation de la Banque de France, dont il était gouverneur et membre du Conseil de Régence. Aussi, en tant que président du Conseil d'administration de Paribas, comme la plupart des banques de la place de Paris, il refusa de placer auprès des épargnants français l'emprunt d'État émis par Léon Blum. Or, on sait très bien à présent que lors de la création de la Banque de France, il y avait des actionnaires privés. Voir à ce sujet la vidéo de l'historien Henri Guillemin. Mais revenons au sujet. Le successeur de Pierre Quesnay à la BRI fut Camille-Henri Roger Auboin, qui en fut directeur de 1938 à 1958. Il paraît que ce personnage vantait la politique de Charte, président de la Reichsbank, dont on a parlé tout à l'heure. En janvier 1939, dans une note transmise à la Banque de France, il ne voyait aucun inconvénient à ce que l'Allemagne occupe les pays développés, y compris la France, et que le capital qui s'y était accumulé soit mis au service des ambitions hitlériennes. Mieux encore, Auboin jouera un rôle essentiel dans la remise à l'Allemagne nazie de l'or autrichien d'abord, puis tchèque après l'Anschluss, puis l'écrasement du reste de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939. Les preuves figurent dans les archives de la BRI et en partie dans celles de la Banque de France. Il ne fut aucunement inquiété après la libération
en France. Mais revenons précisément sur l'or tchèque. Selon des documents des archives de la Banque d'Angleterre, rendus publics en 2012, lorsque les nazis entrèrent à Prague, en mars 1939, ils envoyèrent immédiatement des soldats à la Banque nationale. Les administrateurs tchèques reçurent ordre, sous peine de mort, d'envoyer 2 demandes de transfert. La première ordonnait à la BRI de transférer 23 tonnes d'or de son sous-compte tchécoslovaque de la Banque d'Angleterre au sous-compte de la Reichsbank, également tenu à Threadneedle Street. Le deuxième ordre chargeait la Banque d'Angleterre de transférer près de 27 tonnes de l'or détenu en nom propre par la Banque nationale de Tchécoslovaquie au sous-compte de la BRI, donc les règlements internationaux, à la Banque d'Angleterre. Ces transactions illégales sur l'or tchèque ont été effectuées avec l'accord tacite du gouvernement de Grande-Bretagne, qui savait parfaitement ce qui était en train de se passer. Le Premier ministre Neville Chamberlain, le chancelier de l'échiquier Sir John Simon et les autres responsables de haut rang ont tout fait pour dissimuler la vérité. À peu près la même chose est arrivée concernant l'or autrichien. En mars 1938, lorsqu'Hitler s'est emparé de Vienne, une partie de l'or autrichien a été transférée dans les coffres-forts de la BRI. D'une manière générale, l'or nazi, qui était volé aux civils, était fondu en lingots afin d'être entreposé à la Banque des règlements internationaux, BRI, en Suisse ou en dehors d'Europe. Dans son livre Trading with the Enemy, An Expose of the Nazi-American Money Plot, 1933-1949, Charles Higham écrit que pendant la guerre, les nazis ont transféré 378 millions de dollars sur les comptes de la Banque des règlements internationaux. Mais revenons un petit peu avant la guerre. En 5 ans, l'Allemagne avait reçu davantage de prêts étrangers que les États-Unis au cours des 40 années ayant précédé la Première Guerre mondiale. En conséquence, en 1929 déjà, l'Allemagne était devenue la 2e puissance industrielle mondiale, devant la Grande-Bretagne. Mais il y avait un problème. Tant que la prospérité régnait en Allemagne, le parti d'Hitler, qui était, rappelons-le, le parti national-socialiste, un parti de travailleurs, ce parti d'Hitler restait à la périphérie de la vie publique. Cette situation changera radicalement avec le début de la crise de 1929, comme par hasard. Après l'effondrement du marché boursier provoqué par la Réserve fédérale américaine à l'automne 1929, la 3e phase de la stratégie anglo-américaine commence. Mais penchons-nous un petit peu plus sur cette crise de 29. L'économiste et prix Nobel Milton Friedman prétend que la Réserve fédérale a provoqué la Grande Dépression en réduisant volontairement la masse monétaire en circulation. Citons aussi le gendre de Franklin Roosevelt, qui décrit ainsi la Grande Dépression. C'est le pouvoir financier mondial qui a dépouillé délibérément le public en provoquant un manque soudain d'argent à court terme sur les marchés de New York. Ainsi, un des initiés, Joseph Kennedy, qui est le père de John F. Kennedy, a vu sa fortune passer de 4 millions en 1929 à plus de 100 millions 4 ans plus tard. Pendant les 16 mois qui ont précédé le krach de 1929, la Réserve fédérale avait augmenté la masse monétaire de 62%. Les gens achetaient, vendaient, garantissaient, empruntaient en pensant que cette abondance n'aurait pas de fin. Puis, au moment du krach, ils ont cessé d'augmenter la masse monétaire, et ceux qui avaient mis en garantie leurs actions, leurs obligations, leurs maisons, leurs autos et leurs comptes d'épargne ont tout perdu. Entre parenthèses, soyons vigilants à ce qui se passe en ce moment. Donc il suffit qu'un mémo circule avant la chute du marché boursier pour que tous les gros joueurs, les initiés si on veut, se retirent du marché à temps. Ils liquident toutes leurs valeurs, ils avaient donc de grandes quantités d'argent liquide au moment du krach, ce qui leur a aussi permis au passage d'acheter des compagnies importantes pour quelques dollars, et ce qui a permis aussi à IG Farben de s'agrandir. Mais revenons à notre sujet principal. À partir de 1930, en réalité, l'argent de la BRI, donc les règlements internationaux, prenait une toute autre direction que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et cette partie sera notre transition avec l'étude des grandes sociétés allemandes et américaines qui ont participé à l'effort de guerre, dont la plupart sont toujours en activité aujourd'hui. Donc selon Valentin Katazonov, cet argent venant de la BRI partait des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour arriver en Allemagne. Le capital de la majorité des sociétés allemandes ayant une importance stratégique était intégralement ou partiellement américain. Une partie était détenue par des investisseurs britanniques. Les secteurs du raffinage du pétrole et de la liquéfaction du charbon de l'économie allemande étaient dans les mains de Standard Oil, les Rockefeller donc. Le géant de l'industrie chimique Farben Industrie AG est passé, donc IG Farben, est passé sous le contrôle du groupe Morgan. 40% du réseau téléphonique et 30% des actions de Focke-Wulf étaient sous le contrôle de la société américaine ITT.
La radio et les géants de l'industrie électrique AEG, Siemens et Osram sont passés sous le contrôle d'American General Electric. ITT et General Electric faisaient partie de l'empire de Morgan. 100% des actions Volkswagen appartenaient à l'américain Ford. En 1926, avec la participation de la Rockefeller Bank, Dillon Read & Co., le deuxième plus grand monopole industriel voyait le jour avec la société métallurgique Vereinigte Stahlwerke, Unified Steel Trust, de Thyssen, Flick, Wolf, Fegler et quelques autres. Et grâce aux dons généreux de Thyssen, IG Farben et Kirdorf, le parti nazi recueillait 6,4 millions de voix, ce qui le plaça en deuxième position au Reichstag en septembre 1930. Au moment où Hitler a accédé au pouvoir, le capital financier US contrôlait quasiment tous les secteurs d'importance stratégique de l'industrie allemande. Raffinage du pétrole, production de carburant de synthèse, chimie, construction automobile, aviation, ingénierie électrique, radio, ainsi qu'une grande partie de l'industrie de la construction mécanique. 278 sociétés au total. Un extrait du film 1000 milliards de dollars de Henri Verneuil nous explique très bien, en partie, l'imbrication de toutes ces sociétés entre elles. New York Times, 4 août 1933. Adolf Hitler reçoit pour la première fois une délégation d'hommes d'affaires américains à Berchtesgaden. En fait de délégation, Hitler venait de recevoir le président de GTI, Arnold C. Adams. Regardez. Pressé de questions par la presse sur cette fameuse entrevue, Adams se contente de répondre « Messieurs, tout ce que je puis vous dire, c'est que M. Adolf Hitler s'habille d'une façon impeccable et que c'est un vrai gentleman. » La véritable raison de ce voyage de Adams chez les nazis, nous l'apprendrons après la guerre, en 1946, au cours d'un interrogatoire du général SS Kurt von Schröder, pourvoyeur des fonds de la Gestapo. The two witnesses that will be called today, Kurt von Schröder et Gerhard Kramner, have already appeared on the charge. Zitiert worden, die Verantwortlichkeiten der amerikanischen Gesellschaft GTI Вызваны в суд, чтобы установить ответственность американской сферы. Si donc, des bombardiers allemands, fabriqués dans les usines Focke-Wulf avec des investissements GTI, bombardent les navires alliés. GTI fournit en même temps à ces navires alliés les appareils de détection surnommés HAFDAF pour les protéger contre les sous-marins allemands. Mais la position de ces mêmes navires alliés était signalée aux sous-marins allemands grâce aux câbles installés par GTI. À ce niveau, ce ne sont plus des affaires, c'est du surréalisme. Intéressons-nous de plus près à toutes ces sociétés, bien réelles et qui existent toujours aujourd'hui. En ce qui concerne la société IG Farben, plusieurs personnalités américaines ont dirigé la société durant la période nazie. Plusieurs hommes d'affaires américains, dont Edsel Ford, Henry Ford, Walter Teagle, C.E. Mitchell, Paul Warburg et W.E. Weiss, ont joué un rôle essentiel dans le développement de la société. En partie dans le cadre de la dénazification, la société est dissoute par décret en août 1950 et démantelée en 1952 en 12 sociétés héritières, dont AGFA, BASF, Hoechst, Bayer AG et Dynamit Nobel. Une nouvelle société, IG Farben in Abwicklung, IG Farben en dissolution, est créée afin de régler les contentieux juridiques en cours. Celle-ci est dissoute à son tour en 2003, comme si on avait besoin de 50 ans pour régler ces soi-disant litiges. Par ailleurs, ce terme de dénazification, c'est bien naïf, ou peut-être faussement naïf, puisque les vrais coupables de l'ombre sont laissés tranquilles, et pour cause, BASF, Bayer et autres existent toujours. Ils font juste des acquisitions ou des fusions pour faire peau neuve. La dissolution d'IG, ça me fait penser aux lois antitrust qui ont soi-disant démantelé la Standard Oil en 1917, alors que les sociétés issues de ce trust sont aujourd'hui les plus grosses au monde. BP, ExxonMobil, Motul, ConocoPhillips et bien d'autres. Bref, de la dissolution de IG subsiste aujourd'hui le groupe Agfa Gevaert. Agfa a fusionné avec Gevaert, BASF est devenu le plus grand groupe de chimie au monde, et Bayer AG a fusionné avec Monsanto pour devenir Bayer Monsanto, énorme trust qui gérera désormais la majorité des produits pharmaceutiques, phytosanitaires et l'agroalimentaire. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours.
Donc on s'aperçoit que ces sociétés existent toujours, mais fusionnent lorsque cela les arrange pour effacer un passif trop encombrant et ainsi diluer leur origine initiale, ainsi que l'origine de leurs fonds, qui sont colossaux. Petite parenthèse sur les suites de la Seconde Guerre mondiale. Non seulement les vrais coupables, à savoir le grand capital, les banquiers internationaux et sociétés multinationales sont restés impunis, mais en plus de ça, on a organisé l'exfiltration des plus grands scientifiques allemands et nazis vers l'URSS, vers les USA, opération Paperclip, mais aussi vers l'Égypte et d'autres pays musulmans. Voici quelques noms, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai plein, donc de ces ex-nazis qui sont allés se cacher dans les pays musulmans et qui se sont convertis, etc. On a Altern Eric, qui a transformé son nom en Ali Bella, voilà, qui était aux affaires juives en Égypte durant les années 50. On a Appler Hans, qui a changé son nom en Saka Shafar, au ministère de l'Information en 1956 en Égypte. Bartel Franz, qui a changé son nom en El Hussein, qui était à partir de 1959 aux affaires juives du ministère de l'Information au Caire en Égypte. Bornan Birgel Werner, qui a changé son nom en El Gamin, qui était un officier SS qui a travaillé pour le ministère de l'Information en Égypte. Voilà, moi j'ai plein de noms, je ne vais pas tous vous les citer là, je vous laisse vous renseigner. Et pour finir, j'ai trouvé aussi un lien intéressant qui relie plusieurs choses, vous allez voir. À la fin de la guerre, le gouvernement américain envoya Charles Elliott Perkins prendre en charge l'entreprise IG Farben, donc pour la dissolution. Cet homme s'est probablement rendu compte de quelque chose dans cette entreprise de produits chimiques, car il fut par la suite un opposant farouche à la fluoration de l'eau. Il est connu pour son rapport à la Lee Foundation for Nutritional Research d'octobre 1954, dans lequel il affirme que la véritable cause de la fluoration de l'eau, en plus de favoriser les cancers, est de réduire la résistance des populations à la domination, au contrôle et à la perte de la liberté. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que si on regarde cette carte que je vous montre des pays qui ont développé la fluoration artificielle de l'eau, l'Allemagne et le Japon, les deux principales puissances quand même responsables de la Seconde Guerre mondiale, ont parmi les taux les plus faibles de fluor dans l'eau, une présence quasiment nulle. Y aurait-il donc une subsistance des puissances nazies à l'heure actuelle? Vaste question, mais c'est une autre histoire. Donc pour conclure cette étude, la guerre, c'est probablement l'activité qui génère le plus de profits pour les banquiers internationaux. Par conséquent, depuis 300 ans environ, on voit des banquiers internationaux qui aident les nations belligérantes des deux côtés de la ligne de front. Pour résumer, le soutien actif des banquiers et financiers internationaux s'est fait en plusieurs étapes. 1919-1924, ils ont préparé les terrains pour les énormes investissements financiers américains dans l'économie allemande. De 1924 à 1929, mise en place du contrôle du système financier et financement du mouvement national-socialiste. De 1929 à 1933, inciter et déclencher une profonde crise économique pour que les nazis prennent le pouvoir. De 1933 à 1939, coopération financière avec le gouvernement nazi et soutien de sa politique étrangère, visant à préparer et déclencher la Nouvelle Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, parmi les grandes entreprises qui ont aidé les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, on a une soi-disant dissolution, mais qui donne lieu à de nouvelles filiales comme BASF, qui existe toujours, Bayer, qui a fusionné avec Monsanto, Agfa, et on a vu également que des entreprises américaines avaient directement participé dans l'effort de guerre allemand, qui possédaient aussi des parts très importantes dans l'industrie allemande. Et on peut se poser la question aujourd'hui, qui est, qu'est-ce qui subsiste de tout ça? Toutes ces entreprises qui existent toujours, tous ces vrais coupables qui n'ont pas été arrêtés, toute cette comédie qu'on fait autour des chefs militaires nazis, etc., qui ont été arrêtés, éventuellement jugés, mais ils couvraient d'autres personnes. Et ces autres personnes, elles sont restées en liberté, et il subsiste aujourd'hui des restes de tout ça. Et quels sont les liens qu'ont créés les anciens nazis, ou les anciens officiers militaires allemands? Quels liens ont-ils créés avec les pays musulmans comme l'Égypte? Qu'ont-ils développé ou créé en Amérique du Sud, en Argentine, etc.? Qu'ont-ils contribué à créer aux États-Unis, après l'opération Paperclip, et en Russie? Bon, on sait bien qu'ils ont aidé la NASA et qu'ils ont contribué à fabriquer les premières fusées. Je pense qu'il faudrait faire la synthèse de tout ça et en tirer des leçons. Est-ce qu'on croit véritablement qu'on est sorti de tout ça, que tout ça c'est du passé?
c'est vraiment nous jouer la grande comédie. Et je vous parlais de la fluoration de l'eau, dont la personne qui avait été mise en place par le gouvernement américain après la guerre pour surveiller la société IG Farben, cette personne s'était rendue compte des dangers de la fluoration de l'eau. Quels sont les rapports, à votre avis, qu'on peut trouver avec l'industrie chimique qui était IG Farben? Comment se fait-il qu'il y ait toujours des pays où il y ait une fluoration de l'eau à quasi 100%? Quelle est la volonté de ces dirigeants? Et on peut aussi rappeler que les Rockefeller, ils sont toujours là. Les Rothschild, les Morgan, tous ces gens-là, ils sont toujours là, ils sont plus puissants que jamais. Donc, qu'est-ce qui nous permet de rester naïfs et de dire que tout ça, c'est derrière nous, ou de pas en parler, etc. Et puis, il faut en parler des vrais coupables. Ce sont des vrais criminels. Voilà, donc j'espère que ça vous fera réfléchir à tout ça. Je vous dis à bientôt.